Souvent dans le jargon contre-lettre. Donc ça, c'est un document qu'on fait effectivement quand il y a plusieurs acheteurs qui veulent régir leurs obligations entre eux. C'est vraiment un contrat entre eux, ça n'a rien à voir avec l'acte de vente, avec l'acte de propriété. On vient dire, il y en a un qui va payer plus l'hypothèque, il y en a un qui investit une mise de fonds plus élevée, il veut la récupérer lors de la revente. On va venir dire qu'il y en a un qui a le pouvoir décisionnel ou les deux ont le pouvoir décisionnel. Donc c'est le genre de choses qu'on met dans cette convention-là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'exclusivité, j'ai une experte dans son domaine, j'ai avec moi Stéphanie Jamin, notaire. Yes, on va parler de tout ce qui touche aux actes de vente. Lorsque vous cédulez un rendez-vous chez le notaire, comment ça se passe, quoi préparer, et on va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, merci beaucoup Stéphanie, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai jamais eu de notaire dans mon émission, dans mon show, donc... C'est ce qui te manquait, voilà. Right, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? C'est quoi ton rôle et ton bagage en tant que notaire? Bien sûr, donc mon nom est Stéphanie Jamin, notaire depuis 18 ans. Je pratique depuis 18 ans en immobilier, principalement résidentiel, mais aussi en commercial. Par contre, je fais partie d'un plus grand bureau qui s'appelle Éthique Société Notariale. Nous sommes une dizaine de notaires à y pratiquer, donc on offre quand même tous les services là, usuels de notaire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les services usuels de notaire, c'est succession, donc règlement de succession, pardon, homologation de mandat, testament, procuration, des mariages, des incorporations de compagnie, vérification de baux, puis je reviens à l'immobilier qui est probablement le sujet d'aujourd'hui vu que c'est Christopher qui m'invite. Yes, ça fait 18 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à devenir notaire? Oh ben là, ça c'est des longues histoires. Fait que si on veut revenir plus courte sur les explications sur comment il y a 18 ans je suis devenue notaire, il faut savoir que pour être notaire, il faut avoir un bac en droit. Donc c'est le même cheminement qu'être avocat. Mais à la dernière minute, longue histoire courte qu'on se racontera devant un jour. C'est que quand je suis venue à faire mon barreau, à m'inscrire au barreau pour devenir avocate, j'ai un professeur qui est un notaire qui m'a demandé, qui me voyait, dit « Ah, je pense que les notaires, c'est plus les juristes de l'entente. Je te vois là-dedans avec ton tempérament calme et tout ça. » Fait qu'il m'a convaincue de m'inscrire au notariat à la dernière minute. Fait que c'est ce qui m'a amené à être notaire. Puis 18 ans plus tard, ben, clairement, je ne regrette pas parce que je suis clairement dans le bon poste et à la bonne place. Nice! Et pour les gens qui nous écoutent, parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé en immobilier, en 2010. J'avais jamais acheté, jamais vendu. J'avais 27 ans à l'époque. Donc, quand j'ai fait mon cours, c'est là que oui, j'avais déjà entendu le terme notaire, mais j'avais aucune idée c'est quoi que ça mangeait en hiver, un notaire. Donc, mais pour les gens qui n'ont jamais fait de transaction, qui n'ont pas rédigé des testaments ou des choses comme ça, c'est quoi le rôle d'un notaire dans une transaction? Dans une transaction immobilière, parce que là, tu as parlé de testament, de plusieurs choses, mais là, on va parler d'immobilière, parce que je parlais de testament, puis tu as dit le nom. Là. Pour les transactions immobilières, le rôle du notaire est quand même important parce qu'on s'assure que toute la transaction au niveau légal est bien pour que quand on signe, que le futur acheteur n'ait pas de problème légal. C'est sûr que nous, on arrive tout à la fin de la chaîne. Fait que vous avez passé par le super courtier qui vous accompagne pour être sûr que l'inspection, tout ça va bien. Rendu à nous, dans le fond, c'est à la toute fin, on s'assure, dans le fond, que le certificat de localisation, qui est le document fourni par l'arpenteur, soit bien vérifié et analysé pour être sûr qu'il n'y a pas de trouble avec principalement les règlements de la ville. On s'assure que, par exemple, les taxes sont payées, municipales et scolaires, je parle. On s'assure que tout ce qui est inscrit sur la propriété au registre foncier, qui est le registre gouvernemental, il n'y a pas de problématique de ce qui est inscrit comme des vieilles charges ou des nouvelles charges sur la propriété qui pourraient causer du tort
débiteur à l'acheteur. Fait que finalement, que l'acheteur achète quelque chose qui est clair de tout problème légaux, de tout lien légaux. Fait que ça, c'est notre rôle principal. C'est malheureux que ça arrive à la fin, parce que oui, c'est plate d'arriver à la fin, puis des fois, à 3-4 semaines de la transaction, quand on reçoit le dossier, on trouve des problématiques, mais c'est très important quand même de les trouver à ce moment-là. Puis il y a toujours des solutions, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'à tous les problèmes qu'on trouve, par chance, c'est pas si souvent, mais tous les problèmes qu'on trouve, il y a toujours des solutions. C'est juste que des fois, il faut avoir en tête que ça amène des délais supplémentaires, là, mais c'est notre rôle principal, c'est d'accompagner les gens jusqu'à la fin pour être sûr qu'ils ont une propriété claire, claire de dette, de lien, etc. Nice, super. C'était très clairement bien expliqué pour vrai. Mais là, par contre, on avait dit qu'on parlerait de testament. Oui, mais attends, là, tu vois que toi qui vas un tout petit peu plus vite que moi, mais parce que là, avant d'embarquer dans les autres services que tu offres, parce que souvent, tu l'as mentionné rapidement, souvent il peut y avoir des vices dans les titres, dans les documents, sur la propriété ou whatever, des choses que, comme tu dis, des petits problèmes que tu vas apporter une solution. Mais pour les clients, comment je pourrais dire, ton rôle, est-ce que c'est d'être plus comme un avocate, de trancher? Est-ce que c'était l'arbitre? C'est une excellente question. Ça permet aussi de démystifier. Fait comme je disais tout à l'heure, le notaire a le même parcours que l'avocat jusqu'à la toute fin. Fait qu'on est des juristes. Mais la différence majeure, une fois qu'on a chacun nos titres, c'est que le notaire ne travaille pas pour une seule partie. Le notaire a un rôle d'impartialité par la loi. Fait que ça veut dire qu'on agit autant pour l'acheteur que pour le vendeur. Pour parler de transactions immobilières encore une fois. Donc, on agit pour toutes les parties. Fait qu'on peut pas, si on voit quelque chose qui sera au préjudice du vendeur, mon Dieu, je peux pas dire ce mot-là, préjudice du vendeur, même si c'est l'acheteur qui choisit le notaire, on ne peut pas le cacher au vendeur parce qu'on n'a pas, on peut pas prendre parti. Fait que notre rôle, c'est d'amener la transaction à terme pour le bien-être de toutes les parties, ce qui s'appelle, comme je disais, l'impartialité. Mais je reviens, c'est quand même toujours l'acheteur qui choisit le notaire. C'est comme ça la loi au Québec. Fait que le vendeur peut proposer, mais c'est toujours l'acheteur qui choisit quand même le notaire, mais le notaire travaille pour la transaction. Super! Ça paraît que tu fais des actes de vente parce que c'est une qualité que vous avez les notaires, c'est que vous expliquez vraiment bien les choses. Sincèrement. C'est tous les notaires, mais moi j'explique bien vraiment. Donc, passons de l'autre, pas de l'autre côté, mais allons-y d'une manière un petit peu plus large. Parce que oui, les gens peuvent faire affaire avec toi pour notarier leurs transactions, finaliser leur achat. Mais aussi, tu offres d'autres services connexes aux biens immobiliers et pour d'autres choses. Est-ce que tu peux élaborer les autres types de services que tu peux offrir aux gens? Bien sûr. Le service le plus populaire connexe avec l'immobilier, c'est les testaments, mandats d'inaptitude. Souvent, les gens vont acheter une première propriété ou sont rendus à plusieurs propriétés, puis à chaque fois, le notaire leur a dit de faire leur testament, puis ils ne le font pas. Mais tout ça pour dire que c'est dans le contexte, parce que plus on ajoute à notre patrimoine, plus il devient urgent de faire un testament. Donc, souvent, les gens vont le faire dans la même période. Le temps qu'être chez le notaire, ils vont faire leur testament, mandat d'inaptitude. Je pense que c'est assez clair pour l'habitude les gens, qu'est-ce qu'un testament, mandat, là, donc un testament en cas de décès, qui on lègue nos biens, qui gère l'argent de nos enfants mineurs, des choses comme ça. Fait qu'important quand même à faire, parce que la loi prévoit que si on n'a pas de testament, et par exemple qu'on a un conjoint de fait, non marié, bien, il n'hérite pas. Même si ça fait 40 ans que vous êtes avec, ou 10 ans, ou 5 ans, il n'hérite jamais. Fait que c'est le genre de choses qu'il faut savoir pour l'importance de faire un testament. Les autres services connexes, c'est sûr qu'on offre des services de mariage, donc célébration, contrat de mariage. Ça aussi, c'est assez populaire. Les gens vont s'informer en même temps là, ou dans le même cadre. Puis après ça, c'est des services qui sont moins connexes à l'immobilier, comme je disais tantôt, là, tout ce qui est droit de la personne, règlement de succession, homologation de mandat avec la population vieillissante au Québec. C'est quand même une grande demande qu'on a, un grand département à notre bureau. Puis on fait tout le volet aussi, le troisième volet, c'est tout ce qui est droit corporatif commercial. Donc on fait de l'immobilier commercial, des financements commerciaux. Mais on fait tout ce qui est vérification et publication de bails commerciaux. Ça, c'est une grosse partie de notre pratique. Puis on fait achat-vente d'entreprise. Ça, c'est des services qu'on peut offrir et qu'on peut accompagner dans le même contexte ou dans la même optique que je vous expliquais pour l'immobilier, toujours dans l'impartialité du client, mais la transaction à terme, s'assurer que tout le monde est bien, que personne n'est lésé. Fait que ça, dans tous les domaines qu'on fait, c'est le rôle du notaire. C'est super. J'ai une question qu'on n'avait pas prévue, mais qui va aider beaucoup de gens, surtout pour les investisseurs ou les gens qui achètent leur première propriété puis qui sont plusieurs. Admettons, lorsqu'on est deux, un couple ou deux partenaires, peu importe,
on n'a pas de contrat par rapport à comment que les profits vont être splittés, ces affaires-là. Comment toi, tu aides les clients avec ça? Parce que tu dois rédiger quand même. Les gens, c'est un achat individu, si je ne me trompe pas. Juste expliquer les gens comment ça fonctionne un petit peu quand ils achètent à 2 personnes minimum. Alors, la question donc claire de Christopher est qu'est-ce qui arrive quand on est plusieurs acheteurs sur une propriété et que les obligations de chacun et l'investissement de chacun n'est pas égal? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça ta question? Donc, à ce moment-là, effectivement, on fait ce qu'on appelle des conventions d'indivision. Pour les gens qui connaissent un peu plus ça, ça s'appelle souvent dans le jargon contre-lettre. Donc, ça, c'est un document qu'on fait effectivement quand il y a plusieurs acheteurs qui veulent régir leurs obligations entre eux. C'est vraiment un contrat entre eux, ça n'a rien à voir avec l'acte de vente, avec l'acte de propriété. Fait qu'on vient dire, il y en a un qui va payer plus l'hypothèque, il y en a un qui investit une mise de fonds plus élevée, il veut la récupérer lors de la revente. On va venir dire qu'il y en a un qui a le pouvoir décisionnel ou les deux ont le pouvoir décisionnel. Donc, c'est des genres de choses qu'on met dans cette convention-là. Puis c'est très important à faire, effectivement, puis à notifier le notaire. Parce que nous, on ne sait pas les ententes des gens. Là. Fait que souvent, les gens vont me le dire, il faut vraiment qu'on écrive quelque chose, qu'on fasse une clause. Fait que là, on peut donner des options à ce moment-là. Fait qu'important à faire, effectivement, si c'est inégal. C'est sûr que si un couple achète, ils mettent tout à 50%, ils investissent 50%, ils font tout. C'est pas pertinent de le faire. Vraiment, quand il y a des choses inhabituelles ou inégales. Super. Puis, si une personne est sur l'acte de vente, l'acte de prêt, puis il y a quelqu'un d'autre qui a mis la mise de fonds, est-ce que c'est possible de la rajouter sur l'acte de vente, même s'il n'est pas sur l'acte de prêt? Non, ça, c'est des voyons, c'est quoi le terme que je cherche? C'est la banque, des exigences. J'ai la dire avec certains mots, exigences bancaires. Dans le fond, la banque interdit que si, dans le fond, il faut qu'il y ait le même nombre de gens sur l'acte de prêt que l'acte de vente. C'est les mêmes personnes. Ça, c'est la banque qui exige ça, c'est pas la loi. Là. Fait que si, dans le fond, la personne ne passe pas au crédit, puis avec propriétaire, c'est impossible. Ça, on le fait par, justement, la convention ou la contre-lettre que je parlais tantôt. Ça peut se faire aussi dans ce contexte-là. Si quelqu'un veut investir, il ne passe pas au crédit parce qu'il ne peut pas afficher sur les titres officiels. OK. Mais lorsqu'il va avoir une revente, faut pas oublier de le mentionner. Oui. Puis ça va être respecté par le futur notaire qui va faire la vente de ce bien-là. Pour être respecté, par contre, ça donne que j'ai de l'expertise. C'est pas que je ne m'attendais pas à me vanter aujourd'hui dans la vidéo, mais ça donne que j'ai l'expertise sur les conventions, les contre-lettres. C'est pas tous les notaires qui les ont. Il y a des critères très précis pour que ça soit respecté lors de la revente. Il faut vraiment que ça soit notarié. Faut vraiment, fait que c'est sûr qu'il faut s'assurer que le notaire a l'expertise pour faire cette contre-lettre-là. Super. Puis, 3 conseils que tu aurais pour les gens qui s'apprêtent à finaliser leur transaction, là, pour que quand ils arrivent à ton bureau, ils sont déjà coachés, si je peux dire ça comme ça. Des conseils pour les gens qui achètent une propriété dans le marché actuel, dans le contexte actuel. Le premier conseil, c'est la patience. De toute façon, vous allez arriver à nous, chez le notaire, à la fin du processus. Fait que vous avez déjà, votre patience va déjà être assez usée. Mais il faut savoir que tous les intervenants en immobilier actuellement sont extrêmement sollicités. C'est le contexte de manque de personnel, des délais, de tout ça. Fait que c'est pas nécessairement la faute du notaire qu'on arrive là. Puis que finalement, oui, si vous avez acheté une propriété à 5 ans, vous pouvez clore une transaction en 2 semaines ou même en 1 semaine, là, si tout était là. Là, c'est impossible parce que la banque est longue, la commission scolaire est longue, tout est long. Là. Fait que ça, première chose, c'est patience. Puis, par chance, il y a des courtiers immobiliers comme Christopher qui travaillent super bien, qui arrivent maintenant à nous, qui ont déjà avisé les clients qu'on ne peut pas signer dans la prochaine semaine, mais quand même, j'aimerais préciser que c'est ça la tendance, mais tu dois le vivre toi aussi. Vraiment, ben oui. Que c'est vraiment la patience. Après ça, d'autres conseils, c'est sûr que ce qu'on voit actuellement dans le contexte toujours actuel, c'est que les gens vont acheter désespérément. Ça, c'est plus Christopher qui va pouvoir donner les conseils pour ça. Puis on arrive, nous, puis les gens n'ont pas le certificat de localisation, ils n'ont pas fait l'inspection, il manque beaucoup de choses pour s'assurer que tout est conforme. Ils achètent pareil par désespoir ou parce qu'il y a eu 70 offres d'achat sur la propriété. Fait que je sais pas comment conseiller, mais c'est sûr que nous, on a un malaise on fait signer des choses aux gens qu'on n'a pas pu vérifier telle affaire par manque de temps, par manque de documents.
Mais je ne sais pas s'il y a une façon que toi, tu vas pouvoir conseiller les gens en tant que courtier pour arriver autrement. Mais ça, c'est sûr que c'est le contexte actuel. C'est difficile de s'assurer que tout est conforme sur la propriété. Fait qu'il faut, dans le fond, avoir une tolérance au risque plus élevée. Je ne sais pas si c'est un conseil à ce moment-là. Oui, non, c'est bien dit, c'est bien dit. Puis une troisième chose, admettons, avant lorsque les clients vont, tu sais, tout est fait, la vente est faite, mais il manque juste à se finaliser, puis les gens vont se préparer pour te rencontrer. Y a-tu des choses, des préparations, des documents ou quoi que ce soit? Ça, c'est difficile à dire. En fait, on se rallie sur la troisième chose que je voulais dire. Dans le fond, oui, vous avez les gens arrivent chez nous, mon adjointe ou les gens qui vont préparer le dossier immobilier vont demander une série de documents. Mais ça, c'est du cas par cas. On peut pas envoyer tant une série, tant une lettre d'avance. Mais c'est sûr que ça, c'est la même chose. Il faut être prêt à redonner les documents. Parce que oui, la banque l'a demandé, oui, le courtier l'a demandé, oui. Les pièces d'identité. Exactement, on les demande 10 fois. Fait que c'est sûr qu'il faut être prêt à donner des documents. Fait que être bien préparé pour ça. Être bien organisé ou classer vos choses, je ne sais pas. Mais en même temps, nous, on vous donne quand même du temps avant de les fournir. Il n'y a pas d'urgence. Puis aussi, prévoir, mais ça, je pense que c'est bien préparé aussi au niveau du courtier à la promesse d'achat. Prévoir aussi le coussin monétaire là, pour les frais de notaire. Si rendu chez nous, il y a les frais de notaire, il y a la taxe de 9 % de la SCHL pour ceux qui n'ont pas 20 % de mise de fonds, puis il va y avoir la taxe de bienvenue qui s'en vient tout de suite après nous. Fait qu'il faut juste s'assurer, rendu là, que les gens sont bien préparés, oui, avec leurs documents à fournir, puis avec ce qui reste à payer là, pour la transaction. Merci pour ta réponse, c'était vraiment clair. Un autre petit point qui n'était pas dans nos questions, mais combien de temps avant le notaire que vous allez souvent en moyenne demander de sortir la mise de fonds? Parce que ça, c'est beaucoup, les gens pensent que c'est quand ils vont passer au financement qu'il faut qu'ils aient le cash, mais je prends le temps de leur expliquer, mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est quand est-ce qu'il faut qu'ils... Une excellente question, parce qu'effectivement, ça nous est beaucoup demandé. La mise de fonds doit nous être arrivée dans notre compte un maximum de 2 jours avant la transaction. Fait qu'on s'entend qu'on a du temps. Fait que si on reçoit le dossier le 1er avril, on passe le 15 juin, ben là, c'est sûr qu'on a beaucoup de temps, là. Par contre, pour pas être à la dernière minute, nous, là, on demande une dizaine de jours à l'avance pour être sûr que les gens ont le temps de réparer le transfert. Il y en a qu'il faut qu'ils sortent leur REER, il y en a qui, bon, tu sais, ils ont des choses à faire, là, mais la loi dit c'est 2 jours, 48 heures avant. OK. Dans le compte du notaire. Super. Puis maintenant, avec la pandémie, la nouvelle tendance, c'est les actes notariés virtuels. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tout le monde fait ça? Est-ce qu'on peut l'exiger? Comment ça fonctionne rapidement? Quand tu dis tout le monde, j'imagine que tu veux dire tous les notaires. Oui. C'est ça. Pour savoir si tous les notaires le font, je ne sais pas. Dans tous ceux que moi je connais, oui, le font. Fait que c'est quand même la tendance. Avec la pandémie qui est toujours en cours et qui a battu son plein dans les 2 dernières années, il y a eu des moments qu'on ne peut pas tant se déplacer ou se voir. Fait que dans le fond, les actes virtuels ont été mis en place par le gouvernement depuis le 1er avril de la pandémie 2020. 2020. Fait que c'est quand même nouveau, mais là, ça fait quand même presque 2 ans, fait que c'est très bien rodé. Nous, à notre bureau, tous les notaires en font. Moi, personnellement, 90% des transactions sont virtuelles. C'est pas parce que je veux pas vous voir, mais parce que c'est la demande qu'on a. Les gens préfèrent de loin le faire par acte virtuel et c'est aussi sécuritaire. C'est dans le confort de votre foyer. Donc, oui, nous, on le fait. Tous les notaires le font, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, par exemple, pour les actes virtuels, les gens me demandent souvent, mais qu'est-ce qui arrive après? Je vais recevoir mes documents papier. Mais ça reste qu'un acte signé virtuel et signé de façon virtuelle dans une voûte virtuelle de la Chambre des notaires. Fait qu'il n'y a plus de format papier qui existe. Fait que vous recevez ça dans vos courriels, en courriel sécurisé par après. Puis c'est la personne qui peut choisir de l'imprimer ou pas, mais il n'y a plus rien de papier qui se fait là, à ce moment-là. Mon dernier grain de sel personnel, c'est qu'au niveau environnemental, c'est quand même tout un avancement. Yes, c'est vrai. Et un gros merci pour tes questions, pour la réponse à mes questions. Puis c'est sûr que je sais que ça a aidé beaucoup de personnes ou apporté beaucoup d'éclaircissements. Où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils voudraient justement finaliser leur transaction avec toi ou pour utiliser tes autres services? La façon la plus rapide, c'est d'aller sur notre site web de éthiquenotaire avec un s.com. Je vais vous l'appeler, c'est ETTIC, notaire NOTAIRES.com. Et si vous cliquez sur ma photo, vous avez envoyé un courriel. Fait que ça envoie directement un courriel à moi. C'est la façon la plus rapide, mais évidemment, il y a le numéro de téléphone aussi là, sur le site web.
Super. De toute façon, pour tout le monde qui nous écoute, je vais mettre les coordonnées de Maître Gemma en bas dans la boîte des commentaires. Puis si vous avez des questions pour moi ou Stéphanie, n'hésitez pas à les mettre. On est là pour répondre à toutes vos questions, mais surtout vous donner la bonne information. Encore une fois, un gros merci Stéphanie. Merci d'avoir pu partager tes connaissances avec nous. Puis merci à tout le monde de nous avoir prêté votre attention et vos oreilles. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier? Tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.